Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter les traits principaux du modèle néoclassique de base du marché du travail et plus précisément dans cette première vidéo les explications concernant l'offre de travail. Alors l'offre de travail en économie, elle ne concerne non pas les employeurs qui offriraient des emplois aux personnes actives, mais en fait c'est l'inverse de l'usage courant du terme. Lorsqu'on parle de l'offre d'emploi par exemple, on pense que c'est une entreprise qui est à l'origine de cette offre. Et bien en sciences économiques, l'offre de travail, elle provient des personnes en âge de travailler. Pourquoi? Eh bien parce que l'offreur sur le marché, c'est celui qui vend. Or, qui vend sur le marché du travail? Eh bien ce sont les personnes actives qui vendent des heures de travail, qui vendent une certaine force, une certaine capacité de travail à des employeurs qui demandent cette capacité de travail. Donc l'offre de travail, elle provient bien des personnes en âge de travailler. Comment cette offre est-elle déterminée? Eh bien à un niveau individuel, c'est-à-dire personne par personne, elle est déterminée par un arbitrage travail-loisir. Alors, vous avez déjà eu un diapo à lire sur cet arbitrage travail-loisir, avec cette représentation graphique et les explications qui vont avec. Donc, pour reprendre les explications principales, il s'agit de dire en fait que chaque personne en âge de travailler est face à un dilemme entre la consommation et le temps libre. Pourquoi? Parce que sur l'organisation d'une journée, ou bien on travaille le maximum de temps possible afin d'avoir le maximum de salaire et avec ce salaire de consommer un maximum de biens et de services, ou bien on ne travaille pas du tout pour avoir un maximum de loisirs, mais dans ce cas-là, on peut consommer ni biens ni services. Donc, pour un niveau de salaire donné, une personne qui passerait tout son temps à travailler, eh bien, elle serait ici, c'est-à-dire que tout son revenu serait utilisé pour la consommation. Mais elle n'aurait par contre aucun temps libre. Sa quantité de temps libre, elle serait de zéro, mais sa quantité de consommation serait élevée. A l'inverse, une personne qui déciderait de consacrer toute sa journée à du loisir, à du temps libre, une personne qui serait totalement oisive, eh bien dans ce cas-là, elle aurait le maximum de temps libre, ici en abscisse, H, mais par contre elle aurait un niveau de consommation extrêmement faible, qui tend vers zéro. Donc chaque personne, pour un niveau de salaire donné, peut arbitrer entre une quantité de travail et une quantité de loisir. Plus le niveau de salaire est élevé, plus les personnes, d'après le modèle néoclassique de base, vont préférer travailler plutôt qu'avoir du loisir. C'est-à-dire que l'effet de substitution, l'effet qui veut qu'à mesure que le salaire est élevé, on remplace du loisir par du travail parce que le travail est plus intéressant, il est plus rémunérateur, et bien cet effet de substitution-là l'emporte sur l'effet revenu, qui est l'effet inverse, qui serait de dire que puisque le travail est bien payé, eh bien ce n'est plus la peine de travailler autant pour beaucoup consommer, puisque avec un nombre modéré d'heures de travail, j'arrive à satisfaire mes besoins de consommation principaux. Bon. Bien, pour la science économique, et d'après différentes études, ce serait l'effet de substitution qui l'emporterait sur l'effet de revenu. Du coup, à mesure que les salaires augmentent, eh bien, les quantités de travail proposées par les agents individuels, par les personnes en âge de travailler, augmentent. Donc, l'offre individuelle de travail, elle ressemble à ça. C'est la courbe d'offre de travail à gauche, ici, parce que l'effet de substitution veut que, à mesure que le salaire augmente, donc le salaire il est indiqué ici en ordonnée avec W sur P, W indiquant le salaire, P c'est les prix, donc en fait c'est le salaire réel, c'est le salaire tenant compte du niveau des prix, pour simplifier on va dire le salaire. Donc à mesure que le salaire augmente, la quantité de travail, alors ici c'est N majuscule, mais on s'en fiche, ça pourrait être L, ça pourrait être T, peu importe, à mesure que le salaire augmente, la quantité de travail proposée par une personne augmente également. Donc ça, c'est la courbe d'offre de travail lorsque l'effet de substitution l'emporte sur l'effet revenu. Et par défaut, dans la théorie de sciences économiques, en théorie néoclassique notamment, c'est l'effet de substitution qui l'emporte sur l'effet revenu. Ce serait anormal que l'effet revenu l'emporte, et ça donnerait ça. C'est-à-dire que l'offre de travail augmente à mesure que le salaire augmente, comme ici, jusqu'à un certain point. Un certain point où les gens qui sont déjà bien payés estiment que maintenant qu'ils sont bien payés, ils peuvent se permettre de travailler un petit peu moins. Donc ici, à partir de cette partie-là de la courbe, c'est un point de rupture. Pourquoi? Parce que l'offre de travail décroît, se décale vers la gauche, à mesure que les salaires augmentent. Les gens estiment, en gros, pour simplifier, que ça ne sert à rien de travailler plus, étant donné qu'ils sont déjà bien payés à l'heure.
Mais comme vous le voyez ici, ça ce serait une situation anormale. La normalité, en sciences économiques, c'est de considérer un effet de substitution qui l'emporte sur un effet revenu. Donc on a une offre de travail qui est croissante pour les individus. Mais en fait, c'est tout simple de passer de l'offre individuelle à l'offre agrégée, c'est-à-dire de l'offre d'une personne à l'offre de toutes les personnes. On estime qu'en moyenne, l'effet substitution l'emporte sur l'effet revenu. Donc au total, l'offre de travail est croissante en fonction du salaire pour l'ensemble du marché du travail. Dit en des termes plus simples, ça signifie que plus les salaires augmentent, plus les individus proposent d'heures de travail à des employeurs qui vont les demander. La notion suivante, qui vous a posé quelques problèmes dans les exercices qui étaient à faire en introduction, notamment dans le document 1, c'est la notion d'élasticité de l'offre de travail. Alors, l'élasticité de l'offre de travail, j'ai mis la formule ici en encadré en rouge, c'est un taux de variation sur un taux de variation. C'est le taux de variation de l'offre de travail divisé par le taux de variation des salaires. Ici, j'ai mis un exemple. Supposons qu'entre 2000 et 2019, le salaire réel des femmes a augmenté de 16%. Tandis que le nombre d'heures travaillées par les femmes, c'est-à-dire leur offre de travail, eh bien cette offre de travail qui se mesure en heures travaillées a augmenté de 10%. Par exemple, admettons que les femmes travaillaient 100 heures par mois en 2000 et travaillent 110 heures par mois en 2019 en moyenne. Bien. Eh bien, l'élasticité de l'offre de travail, elle est donc de 10 sur 16, taux de variation de l'offre de travail 10% sur taux de variation des salaires 16%, c'est-à-dire 0,6. 0,6 c'est bien sûr égal à 0,6 sur 1. Je le précise parce que c'est important pour l'interprétation. On en déduit que cela signifie que lorsque les salaires augmentent de 20%, l'offre de travail des femmes augmente de 0,6%. C'est une élasticité qui est plus forte que l'élasticité du travail des hommes, qui, comme vous l'avez vu dans le document 1, est égale à 0,1%. Ce qui veut dire que l'offre de travail des femmes est plus élastique, donc elle ressemble plus au graphique ici qui est à droite, que l'offre de travail des hommes qui est plus inélastique que celle des femmes. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que pour les femmes, une faible augmentation de salaire, ici indiqué en ordonnée par le prix, mais le salaire c'est le prix du travail, une faible augmentation de salaire suffit à provoquer une nette augmentation de l'offre. Autrement dit, dès que les salaires augmentent un petit peu du côté des femmes, l'offre de travail augmente de beaucoup. Donc la courbe d'offre de travail a une allure relativement horizontale, ou en tout cas plus horizontale que la courbe d'offre de travail des hommes. L'offre de travail des hommes est relativement inélastique, on arrive à un résultat de 0,1. Ça signifie que quand le salaire des hommes augmente de 10%, l'offre de travail des hommes augmente de 0,1%, tandis que l'offre de travail des femmes augmenterait dans ce cas-là de 0,6%. Eh bien l'offre de travail des hommes, elle est inélastique, relativement inélastique, ça veut dire qu'il faut une forte augmentation du salaire des hommes pour avoir une maigre augmentation de leur offre de travail. Alors comment l'expliquer? Ça je l'ai mis dans la correction des documents de l'introduction. Ça s'explique par le fait que la plupart des hommes sont déjà actifs. Et donc même si les salaires augmentent, ça ne va pas augmenter la quantité de travail proposée par les hommes, puisque la plupart travaillent déjà, et donc ne peuvent pas proposer plus que ce qu'ils proposent déjà. Alors que les femmes sont plus souvent inactives que les hommes, et donc peuvent proposer davantage de marge extensive pour proposer davantage leur travail. Si les salaires augmentent, par exemple, elles peuvent passer de la situation d'inactive à active. Alors que les hommes sont peu nombreux à être inactifs, du moins nombreux que les femmes. Donc quel est le rapport avec l'ensemble? Eh bien, c'est de dire que l'élasticité de l'offre de travail, qu'on mesure comme il est indiqué ici en rouge, va déterminer la courbe d'offre sur le marché du travail, va déterminer l'allure, la pente de la courbe d'offre sur le marché du travail. Donc on aura une pente plutôt horizontale, relativement, pas totalement, pour les femmes, ce qui signifie qu'une faible augmentation de salaire suffit à provoquer une forte augmentation de l'offre de travail. Ce sont notamment donc des femmes qui se retirent de l'inactivité pour rentrer sur le marché du travail, attirées par des salaires élevés. Alors que pour les hommes, du fait de la faible élasticité, eh bien une forte augmentation de salaire ne provoque qu'une faible augmentation de l'offre de travail. Pourquoi? Parce que la plupart offrent déjà leur travail en grande quantité. Donc, que faut-il retenir? Eh bien, je vous laisse faire ce qui est ici, puisque je ne peux pas faire des vidéos de plus de 10 minutes et que nous en sommes à 9 minutes 53. Voilà, deuxième vidéo à venir sur la demande de travail.